Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. On a baptisé cette émission Valérie Pécresse, prototype de grande école. C'est comme ça que vous êtes vous-même baptisé dans une interview au New York Times publiée le mois dernier. Il faut dire que vous avez de quoi donner des complexes à beaucoup de gens. Hein. Bachelière à 16 ans, HEC à 21 ans, ENA à 25 ans. Moi, je m'incline bien bas. Et en même temps, vous avez voulu vous confronter à la vraie vie, à la vie politique, puisque vous êtes maintenant ministre de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas un ministère facile. Et vous dites d'ailleurs dans cette interview, oh, il y a eu 2 ou 3 occasions où j'aurais pu être viré du gouvernement. Oui, parce que la réforme de l'université... Alors, le paradoxe, vous dites prototype des grandes écoles, mais le paradoxe, c'est que finalement, ma grande cause, c'est celle de l'université aujourd'hui. Pas contre les grandes écoles, mais avec les grandes écoles, mettre l'université au cœur d'un projet de société. Alors, c'est vrai que j'ai regardé, dans le ministère de l'Enseignement supérieur, la durée de vie moyenne d'un ministre, c'est 14 mois pendant la Ve République. Et là, vous en êtes à un peu plus de 4 ans. Donc vous battez tous les records. Mais grâce au président de la République et au Premier ministre qui m'ont soutenu quand il y a eu 5 mois, 2 fois 5 mois de mouvement dans la rue. Oui. Vous dites d'ailleurs dans un livre, c'est assez drôle, que finalement vous avez découvert que le ministère de l'Enseignement supérieur était idéalement placé pour les envahissements par les étudiants. Oui, oui. D'ailleurs, à un moment, on a eu très peur parce qu'ils avaient vraiment franchi les grilles et envahi le ministère. Il y a eu un moment un peu de panique. Alors, vous parlerez tout à l'heure très longuement de l'université avec Emmanuel Beretta qui viendra vous interviewer là-dessus. Là, il y a les bacheliers qui sont en train de passer leur examen, donc vous allez récupérer les bacheliers. Ça va être une bonne cuvée, à votre avis ? Écoutez, je le souhaite. En tout cas, je souhaite bon bac à tous les bacheliers et à leurs familles, puisqu'on sait bien que c'est la famille entière qui passe le bac. Et ensuite, évidemment, ils auront un accueil à l'université qui, aujourd'hui, est radicalement différent de ce qu'il était il y a 3 ans. C'est ce dont vous parlerez avec Emmanuel Beretta, mais quand même, moi, je m'inquiète de ce que vous allez trouver, puisque dans ce livre que vous avez écrit, enfin, sur une conversation avec Axel Kahn, hein, qui est lui-même président de l'université, et qui est plutôt de gauche, alors que vous êtes de droite, lui, il dénonce la médiocrité du primaire et du secondaire, et vous dites, bah, c'est vrai qu'il faudra une très, très forte réorganisation pour améliorer tout ça. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Ça fait des années, moi, j'entends dire que le primaire et le secondaire ne vont pas bien. Je crois qu'on apprend beaucoup plus de choses à l'école aujourd'hui qu'on en apprenait il y a 15 ans. Mais en même temps, je crois que sur un certain nombre de fondamentaux, et je pense notamment à la qualité de l'expression écrite et orale, et puis aux fondamentaux de sciences, de mathématiques, je pense que là, il faut consolider les bases pour que chaque enfant qui sort du système scolaire ait vraiment les bases. Et sur le baccalauréat lui-même, je pense que là aussi, on peut remonter un certain nombre d'exigences en matière de qualité de la langue, par exemple. Alors quand même, vous-même, vous avez obtenu qu'il y ait des suppressions de postes uniquement lors de la première année de votre mandat. Est-ce qu'on peut améliorer les choses en primaire, en secondaire, en continuant à supprimer des postes? Je crois que sur l'université, on était dans une situation qui était, j'allais dire, indigne d'un grand pays développé, puisqu'on dépensait par étudiant 7 500 €, 7 000 € pardon, quand je suis arrivée, et 10 000 € pour un lycéen. Donc vous voyez que le poids de ce qu'on dépensait pour un étudiant n'était pas du tout suffisant. Donc nous manquions de moyens à l'université. On ne pouvait pas faire l'autonomie de l'université sans augmenter énormément les moyens de l'université. Pour l'école, la situation est différente. On a des moyens pour l'école, mais on les dépense pas forcément bien. Et c'est aussi pour retrouver de la marge de manœuvre que Luc Châtel et Xavier Darcos avant lui n'ont pas remplacé des postes d'enseignants partant en retraite, parce que ces suppressions de postes ont permis la revalorisation des enseignants en début de carrière, qui était essentielle. Les enseignants ont besoin d'être mieux payés, d'être revalorisés. Et ces suppressions de postes nous permettent aussi, puisque les économies sont reversées à l'éducation nationale, de faire du soutien personnalisé, de faire des choses plus adaptées à la réussite des élèves. On va revenir tout à l'heure donc sur l'université et sur les chercheurs. Je voudrais vous poser une question concernant l'alcool, parce qu'on a parlé cette semaine beaucoup d'un débat autour de la légalisation contrôlée du cannabis. Bon, à droite, on est radicalement contre. À gauche, c'est partagé. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Mais vous-même, vous vous êtes inquiété des méfaits de l'alcool dans les soirées, dans les libations des jeunes, et notamment des étudiants. Et Daniel Vaillant, l'ancien ministre de l'Intérieur, dit « Mais je ne vois pas pourquoi on ne va pas légaliser de façon encadrée le cannabis. On le fait bien pour l'alcool. Mais il est vrai que l'alcool, on n'ose pas s'y attaquer et l'éradiquer parce qu'il y a des lobbies puissants qui font qu'on n'ose pas interdire l'alcool. »
Je crois que on se mobilise à la fois sur l'hyperalcoolisation des jeunes, qui est devenu un fléau à la mode et qui est la source de décès et puis qui est la source aussi d'échecs scolaires retentissants. Donc on se mobilise sur l'hyperalcoolisation comme on doit se mobiliser sur la consommation des drogues, parce que tout ça est complètement lié. C'est de la polyconsommation des soirées, des fêtes. Donc on se mobilise sur tout ce qui est toxique. Mais la vérité, il faut quand même la dire, c'est que le cannabis est plus toxique que l'alcool. L'alcool consommé avec modération n'est pas aussi toxique que le cannabis. Donc je crois qu'il y a aussi des graduations dans la toxicité des produits qui font que, eh bien, on s'en occupe en graduant les interdits. Autre chose qui concerne pas seulement les jeunes, mais qui concerne déjà un peu l'économie, les automobilistes et les motards protestent contre les radars. Ils disent on devient la vache à lait de Bercy. Oh, je crois pas que les motards puissent dire ça. Je sais qu'on a aujourd'hui vraiment une prise de conscience à avoir. Aujourd'hui, les deux roues, la circulation en deux roues se développe de façon considérable, et je pense notamment en Île-de-France à cause des embouteillages, évidemment. Donc je pense qu'il va falloir qu'on prenne des mesures quand on fera des plans de circulation pour avoir des voies réservées aux deux roues, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation de danger. Donc il faut qu'on essaye de les protéger et puis de reconnaître la circulation en deux roues pour ce qu'elle est en elle-même. Pour les radars, je suis désolée de dire, ça fait plaisir à aucun Français qu'on augmente le nombre de radars, mais on sauve des vies. Il y a un relâchement en matière de sécurité routière qu'on a constaté depuis plusieurs mois. Vous êtes sûr qu'il y a une relation de cause à effet automatique? C'est pas unique, c'est pas aussi l'alcool, la mauvaise conduite, mais tout est lié. La somnolence. Tout est lié, monsieur Mazerolle. Si vous somnolez et qu'il y a un radar, ça vous réveille. Donc, de toutes les façons, tout est lié. Si vous êtes en excès de vitesse, vous aurez un accident plus grave. On le sait. Et d'ailleurs, c'est un problème avec les deux roues très puissants. Vous le savez, les jeunes sont inquiets de l'avenir parce que la situation est particulière. On ne sait pas très bien où on va, la mondialisation, l'emploi, tout ça c'est compliqué. Est-ce que le protectionnisme est une réponse? Moi, je ne crois absolument pas que ce soit une réponse. Et d'ailleurs, on a donné la réponse inverse en faisant la réforme de l'université. On a fait la réforme de l'université, on fait aujourd'hui les investissements d'avenir dans la recherche, justement parce qu'on est dans un monde ouvert, dans un monde où les jeunes peuvent choisir. Ils peuvent choisir de faire leurs études en France, ils peuvent choisir de s'expatrier, ils peuvent choisir de travailler en France. J'étais à la frontière alsacienne vendredi. Ils peuvent choisir de rester en Alsace ou de partir en Suisse ou en Allemagne. Donc en réalité, on est dans un monde complètement ouvert aujourd'hui. Et ce qu'il faut, c'est être les meilleurs dans ce monde ouvert. C'est ça l'enjeu. Les meilleurs, avec la meilleure éducation, avec les meilleurs chercheurs, avec l'innovation, avec les entreprises les plus compétitives. Donc, être les meilleurs, tout simplement. L'Allemagne réussit très bien. Elle n'est pas protectionniste et elle tire de, justement, l'économie ouverte sa prospérité. Nous pouvons faire aussi bien que les Allemands. Est-ce qu'il ne faut pas quand même une dose de protectionnisme? Il n'y a pas si longtemps, Jean-François Copé, que vous connaissez bien, qui est quand même le secrétaire général de l'UMP, préconisait une TVA sociale qui permettait, une TVA anti-délocalisation, pardon, c'était TVA sociale, c'est l'ancien nom, qui permettait à la fois aux entreprises d'avoir une marge de compétitivité et aussi de financer un peu la protection sociale. Moi, je suis très favorable à ce qu'on débatte de cette idée. C'est pas du protectionnisme, c'est simplement dire qu'il y a effectivement certains produits qui arrivent sur le marché français avec un avantage de compétitivité qui est lié au fait qu'ils n'ont pas de protection, enfin que les salariés n'ont pas de protection ou très peu de protection sociale chez eux, qu'il y a très peu ou pas de réglementation environnementale chez eux. Donc les produits coûtent beaucoup moins cher à fabriquer, ils arrivent chez nous et on les achète parce qu'ils sont moins chers. Donc là-dessus, je pense qu'il faut qu'on ait une vraie réflexion. D'autant plus que Avant la présidentielle ? On peut lancer toutes les réflexions avant la présidentielle, oui, parce que je pense que la présidentielle est un moment de choix. C'est un moment où on demande aux Français de nous dire ce qu'ils souhaitent. Donc un choix aussi important que de transférer de la fiscalité sur les salaires, qui aujourd'hui fait baisser le salaire direct sur une partie de TVA, c'est un choix de société et il faut évidemment le poser pendant la présidentielle. Un des gros sujets actuellement, c'est le sort de la Grèce. Alors on a tous compris qu'il fallait sauver les Grecs. On n'est pas contre sur le principe, mais quand même, est-ce qu'on va devoir continuer à payer longtemps pour sauver la mise d'un pays qui a menti lorsqu'il a adhéré à l'Union européenne, qui n'a aucun mode de gestion normal? Ils ne savent même pas combien ils ont de fonctionnaires. La fraude fiscale est un sport national. Je crois que nos destins sont complètement liés.
Et je crois que nous devons travailler ensemble. Il y a la Grèce, mais il y a d'autres pays qui sont en difficulté, vous le savez. Et je crois qu'aujourd'hui, les Grecs ont fait des choix extrêmement courageux. Ils les ont fait très tard, mais ils sont extrêmement courageux. Peu. Le gouvernement grec a lancé... On leur reproche de peu les appliquer. Écoutez, le plan d'austérité grec est tellement difficile et tellement lourd que vous voyez bien que la population elle-même a des difficultés à l'accepter. Donc je pense que c'est un plan difficile, avec des mesures d'austérité, des privatisations. Les Grecs font un effort. Mais ça me permet de rebondir sur votre question pour dire... aux Français, regardez les décisions qu'a prises le gouvernement français. Ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 qui partait en retraite, faire la réforme des retraites. Toutes ces décisions qui sont impopulaires dans l'opinion, eh bien, c'est des décisions de sagesse qui nous ont permis, nous, de garder une bonne notation, de garder, nous, une dette qui soit à des taux très bas. Donc d'être fiable, d'être considéré comme un pays solide et fiable. Alors, vous m'avez vu arriver, bien sûr, avec ces questions. On parle de vous pour remplacer éventuellement Christine Lagarde si elle était nommée directrice générale du FMI. Écoutez, on dit même que le président de la République vous en a parlé. Écoutez, je crois que cette question est totalement prématurée. Parce qu'aujourd'hui, en ce moment, Christine Lagarde prépare son audition pour effectivement la direction du FMI, des auditions qu'elle passera cette semaine. Et je crois qu'il faut aujourd'hui lui souhaiter bonne chance et surtout se féliciter que peut-être, par le talent de Christine, nous garderons la présidence du FMI, la direction du FMI, alors même que Dominique Strauss-Kahn, la situation de Dominique Strauss-Kahn laissait présager que la France ne conserverait pas ce poste. Si tel est le cas, avoir fait HEC, ça prédispose à occuper ce poste? Si tel est le cas, ce que je lui souhaite, bien le président décidera. Alors justement, on dit qu'un de vos atouts, compte tenu du fait que la France est présidente du G20, c'est que vous parlez le français, oui, mais vous parlez aussi parfaitement l'anglais. La preuve, cette interview que le New York Times plaît à préciser que vous avez donnée en anglais. Et puis vous parlez russe, vous parlez japonais, bref, vous parlez plusieurs langues. Vous pouvez parler avec les partenaires de la France dans le G20. Mais c'est aussi très utile pour un ministre de la Recherche et pour un ministre de l'Université qui veut construire des partenariats avec le monde entier aujourd'hui. Vous savez, j'aime beaucoup mon ministère et je pense que si la réforme de l'université est un vrai succès, c'est aussi peut-être parce que les universitaires et les étudiants ont compris que j'aimais mon ministère. Bon, on verra dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on a peur des socialistes au sein de la majorité? Là, je vois que Franck Louvrier, le conseiller du président de la République, et puis Jean-François Copé montent au créneau contre les primaires socialistes en disant « Attention, ils sont en train de ficher leurs administrés ». Moi, je suis un peu inquiète, effectivement, par les modalités d'organisation de la primaire du Parti socialiste. Je suis inquiète pour la liberté d'opinion et pour le secret du vote. Et ça va peut-être vous étonner, mais je suis inquiète, non pas spécialement pour ceux qui vont voter à la primaire, parce que eux, après tout, c'est une démarche volontaire, ils décident d'aller se faire inscrire sur les listes du Parti socialiste, mais pour ceux qui ne veulent pas aller voter à ces primaires, parce que eux, on saura qu'ils n'ont pas été votés. Donc on va dévoiler, finalement, le sens du vote de personnes qui ne vont pas aller voter à cette primaire. Au fond, vous avez peur que ce soit un succès, ces primaires? Pas du tout, pas du tout. Nous sommes dans un pays où constitutionnellement le vote est secret et nous sommes totalement libres de nos opinions. Vous savez, une mairie, c'est tout petit. On va aller voter dans les mairies. Dans une mairie, il y a quelques centaines, quelques milliers d'habitants. Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste, tout le monde dans la municipalité saura que vous n'avez pas voté aux primaires socialistes. Donc tout le monde saura quel est le sens de votre vote, ou en tout cas que vous ne votez pas socialiste. C'est des choses qui sont, en termes d'atteinte à la vie privée, en termes d'atteinte à la liberté d'opinion et du secret du vote, qui peuvent poser des gros problèmes. Donc je pense que le Parti socialiste doit faire sa primaire. Il souhaite la faire et c'est une bonne idée, mais il doit la faire en donnant toutes les garanties sur la préservation de l'anonymat des personnes qui vont voter. Autre chose, est-ce que vous n'avez pas peur aussi au sein de la majorité? Jean-Louis Borloo a formé l'Alliance, il laisse fortement entendre qu'il sera candidat, et Ramayad vient de le rejoindre pour participer à sa campagne. Est-ce que vous allez finir par considérer Jean-Louis Borloo comme un adversaire politique? Écoutez, pour moi, pour se présenter à la présidentielle, il faut avoir des idées neuves, il faut avoir des idées différentes. Or, pour moi, aujourd'hui, Jean-Louis Borloo, c'est l'image sans le son.
L'image sans le son, parce qu'on connaît Jean-Louis Borloo, il a une image très forte, personnalité très forte, mais je n'entends aucune idée neuve venant de Jean-Louis Borloo. Je suis désolée de lui dire que toutes les belles réformes qu'il a faites en étant au gouvernement, eh bien, ce sont des succès d'abord de Nicolas Sarkozy. Il n'est pas parti avec le Grenelle de l'environnement dans sa poche. Le Grenelle de l'environnement ne lui appartient pas. C'est notre œuvre collective. Et donc, je crois que, pour que Jean-Louis Borloo ait une candidature légitime, il faut qu'il nous mette sur la table une autre vision du monde et d'autres idées que celles du gouvernement auquel il a appartenu. Il dit qu'il n'est pas suffisamment humaniste, ce gouvernement, qu'il a vis-à-vis de l'immigration, notamment une politique de répression. Écoutez, attendons les propositions alternatives de Jean-Louis Borloo et quand nous aurons une plateforme alternative, on pourra juger si sa candidature a une force et a une puissance politique. Expliquez-moi pourquoi Nicolas Sarkozy a du mal à rassembler dans son propre camp. Il est le président de la République, il est a priori candidat à sa réélection et les candidatures semblent devoir se multiplier à droite. Vous savez, je crois qu'on est dans une période de pré-campagne. On n'est pas encore aujourd'hui en campagne électorale. Et je pense que le président, lui, il est dans l'action. Il est dans l'action, il gouverne, il prend des mesures qui d'ailleurs portent leurs fruits. Vous avez vu que la croissance, le FMI reconnaît que notre croissance sera de 2% cette année, nous accorde 2% l'année prochaine. Vous voyez que le chômage baisse. Donc je pense que le président, il est dans l'action aujourd'hui. Donc forcément, comme cet espace de campagne à droite est vide, eh bien ça fleurit d'ambition et de personnalité. C'est normal. Mais les Français vont écouter ces personnalités qui veulent être candidates à la présidentielle. Puis après, ils vont devoir se poser la question. Qui est-ce qui comprend le mieux le monde dans lequel on vit? Qui est-ce qui sait répondre efficacement aux crises économiques, environnementales, sociales et politiques que nous traversons? Est-ce qu'ils ont vraiment la capacité d'être des capitaines de tempête? Je crois que tout ça se décantera. Je vois que l'économie, en tout cas, vous voyez très bien et vous suivez ça de près. Un mot encore du nucléaire. Alors qu'on est en plein trouble nucléaire, c'était une bonne idée de virer Anne Lauvergeon de la tête d'Areva, alors qu'il faut quand même vendre l'industrie nucléaire française à travers le monde? Je crois que ce n'est pas illégitime pour un État actionnaire, au bout de 10 ans, de changer le patron d'une grande entreprise publique. Maintenant, il y a eu quelques petits problèmes avec la filière nucléaire française dans les mois qui se sont écoulés. Donc je pense qu'il y a une volonté de redonner un souffle, de redonner une direction à la politique nucléaire de la France. Et je pense que dans ce domaine, le président s'exprimera. Très bien. On va passer à la deuxième séquence de cette émission, le reportage.